Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir au 2026 People and Planet United Global Health and Purpose Summit pour cette session dédiée à une approche devenue aujourd'hui essentielle. One Sustainable Health ou une santé durable pour tous. Nous le savons, les enjeux de santé ne peuvent plus être abordés de manière isolée. Ils sont profondément liés aux dynamiques climatiques, environnementales, sociales et économiques. Comme le souligne l'approche One Health, la santé humaine, animale et environnementale forment un continuum interdépendant. Aujourd'hui, nous allons explorer comment passer de la vision à l'action en décloisonnant les approches et en renforçant les collaborations entre acteurs publics, privés et la société civile. J'ai le plaisir d'être accompagné par Benoît Miribel, acteur clé de cette transformation. Benoît est un acteur majeur de la santé globale et de l'humanitaire. Il est président de la Fondation Une santé durable pour tous et de Bioport Lyon et membre du Conseil économique, social et environnemental. Ancien directeur général d'Action contre la faim, puis de la Fondation Mérieux, il évolue depuis plusieurs décennies à l'interface entre santé, développement et action internationale. Il est aujourd'hui l'un des moteurs de l'approche One Sustainable Health, qui vise à répondre aux crises sanitaires, environnementales et sociales de manière intégrée. Benoît, merci d'être avec nous. Et pour commencer, je vous propose de revenir sur les fondements de cette approche et sur ce qu'elle change concrètement aujourd'hui. Donc, pouvez-vous nous rappeler brièvement l'origine du One Health Summit à Lyon et du forum One Sustainable Health? Merci Christina et merci à Infine Partner pour cette invitation et cet échange sur ces enjeux majeurs, effectivement. Alors, nous avons, pendant la pandémie, en 2020, eu des discussions entre professionnels sur justement un constat, c'est que nous avions beaucoup de silos. Alors, ça peut se comprendre parce qu'on est tous débordés, on a tous des disciplines, et donc nous avons, durant ce printemps, échangé informellement avec des personnes connectées sur les différents continents. Et c'était informel. Et tout simplement, quand on est sorti de ce premier confinement à l'été 2020, beaucoup d'entre nous se sont dit, avec nos amis africains, aussi américains, asiatiques, vous voyez, hein, il fallait peut-être formuler, structurer et faire une formalisation de nos discussions. Pour cela, créer un forum. Et donc, être à l'interstice de ces différentes approches. Donc, c'est ce qui a amené la création en 2020 de ce forum, mais pour soutenir un forum, il faut des moyens. Mm. Et nous avons donc créé, je dis nous parce que c'est tout un tas de personnes d'engagement, une fondation que vous venez de citer, qui est la fondation Une santé durable pour tous. Cette fondation est abritée aujourd'hui à l'Institut Pasteur. Et donc, elle soutient le forum OSH. Et ce forum One Sustainable Health, depuis 5 ans, a fait des événements, a fait avec ses groupes de travail des recommandations, partage des bonnes pratiques et dans une discussion de plaidoyer avec les pouvoirs publics. Et l'an dernier, nous avons reçu un engagement du président Macron d'organiser, sur la base de l'engagement du Forum OSH de la société civile, d'engager un premier sommet One Health gouvernemental. Donc nous avons reçu officiellement le message du président Macron le 4 novembre l'an dernier, en ouverture de notre forum annuel, qui nous disait, qui encourageait tout ce que nous faisions et qu'il y aura un sommet présidentiel, le One Health Summit, qui s'est tenu à Lyon le 7 avril, avec plus de 50 délégations internationales. Donc, c'est dans ce cadre-là, nous avons été en charge de la société civile. Il y a eu des conférences scientifiques, il y a eu des focus sur les entreprises, et sur les collectivités locales, sur notamment les mairies, le One Health dans les villes, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, il y a eu pendant toute cette journée du 7 avril et précédée du 6 avril, de riches échanges. Et nous-mêmes, nous avons le lendemain, le 8 avril, nous avons développé la factory, la fabrique OSH. Donc voilà l'articulation, un engagement informel puis formel à travers une fondation, un forum international qui se structure
et qui communique avec les pouvoirs publics en forme de plaidoyer. Notamment, on insiste beaucoup sur la prévention. Mm. Et petit à petit, on a arrivé à, voilà, ce mois-ci, le mois d'avril à Lyon, à avoir cet engagement gouvernemental. Bon, merci beaucoup pour l'éclairage, Benoît. On voit bien comment cette dynamique s'est structurée progressivement de l'intuition initiale à une mobilisation finalement internationale. Justement, pour aller un peu plus loin, en quoi l'approche One Sustainable Health va-t-elle au-delà du One Health traditionnel? Eh bien, le One Health traditionnel, qui est très ancien, déjà Louis Pasteur ou Rudolf Virchow, enfin, pratiquer le One Health, hein, le lien entre notamment la santé humaine et animale. Les animaux, il faut le rappeler, nous amènent 75% des infections. Donc le One Health traditionnel est très lié à l'infectieux, aux résistances antimicrobiennes. Ce qu'on a voulu, c'était de partir de ça, qui est important, mais de le connecter au monde de l'environnement, du climat, de la biodiversité et même de nos systèmes alimentaires, puisque nous le savons, la façon dont nous consommons des aliments, la façon dont nous les produisons aussi, a une influence sur notre santé. Et donc, c'est cet élargissement qui nous a amené à mettre le mot One Sustainable Health, le sustainable étant aussi connecté aux objectifs du développement durable à 2030. Donc voilà, c'était d'élargir le champ, de partir de ça, c'est très ancré, c'est très important, mais d'aller beaucoup plus loin et donc de connecter la santé humaine, animale, environnementale, comme nous le démontre l'approche scientifique. Non, mais c'est très éclairant et surtout de voir comment cette approche s'est élargie pour intégrer l'ensemble des enjeux du vivant dans un contexte de polycrise globale. Pour entrer peut-être un peu plus dans le concret, pouvez-vous nous présenter la Fondation Une santé durable pour tous? Quels sont ses objectifs, ses priorités et son rôle aujourd'hui? Ben, cette fondation, elle s'est donnée pour mission en 2020 d'accroître le dialogue et les projets innovants entre acteurs publics et privés en faveur d'une santé durable pour tous. Voilà le plan de travail. Donc, il y a l'utopie d'une santé durable pour tous, mais c'est les utopies qui nous font avancer. Et il y a surtout d'accroître le dialogue et les projets entre acteurs publics et privés. Ça paraît simple, mais nous le pratiquons, nous le savons dans nos sociétés, ici à travers le monde, comment se fait l'articulation entre les pouvoirs publics, que ce soit au niveau d'une ville ou d'un pays ou des régions, et avec toutes les expertises, celles des entreprises, celles des associations, et du monde académique. Et donc de créer plus de fluidité, plus de projets innovants, d'accélérer. On a aujourd'hui des outils numériques, on a l'IA, on a beaucoup de choses pour nous aider face à ces enjeux majeurs. On nous le répète souvent, ces enjeux climatiques, ces enjeux de santé, le nombre de personnes qui ont des problèmes de santé est considérable. On voit aussi des pollutions diffuses qui se développent avec un effet cocktail. Donc, il faut renforcer cet aspect-là. Ça, c'est la mission de la Fondation. Elle est abritée à l'Institut Pasteur et elle fonctionne avec l'engagement de fondations partenaires. Donc, c'est une fondation partenariale et parmi ces partenaires, ce sont essentiellement des fondations. Et bien sûr, les fondations américaines sont les bienvenues, et même du monde entier. Euh, et donc, la fondation Une santé durable pour tous soutient le forum, qui est composé de groupes de travail internationaux et à peu près avec 200 organisations qui sont membres. Alors, voilà, ça c'est toute une organisation, toute une logistique pour produire, hein. On n'arrive pas à attirer l'attention d'un gouvernement comme nous l'avons pu le faire sans une pluralité transdisciplinaire à travers les différents continents. C'est ce qui fait la richesse. C'est parti au départ de personnes qui étaient dans des organisations publiques, dans des ministères, dans une entreprise, des personnes qui faisaient un pas de côté pour se poser des questions. Et petit à petit, des structures, maintenant des organisations viennent nous rejoindre dans ce forum. Et donc, pour accélérer, je dirais, ce que nous souhaitons, la mise en œuvre opérationnelle de projets, je dirais, qui répondent à une approche transdisciplinaire. Donc, c'est ça aujourd'hui qui nous motive, avec aussi des formations. On nous demande de faire des formations, d'expliquer voilà, pourquoi, qu'est-ce que c'est, pourquoi on dit que c'est connecté, c'est mondial. Alors, on parle de la science, mais après, pour voir les pratiques et de toujours donner des exemples, ça permet d'illustrer les réalités. Oui, et on comprend donc le rôle central que joue finalement le forum One Sustainable Health. Est-ce que du coup vous pouvez
nous parler de son fonctionnement plus concrètement? Alors, le forum, si vous voulez, il fonctionne avec des groupes de travail internationaux. Il y en a 10, ils sont thématiques. Les thèmes sont proposés par un conseil scientifique indépendant. Et de l'autre côté, on a des membres. Et ce que l'on a créé, qui est assez intéressant, c'est que les personnes qui sont dans les groupes de travail, elles parlent au nom de leur expertise, pas au nom de leur organisation. Et quand elles font des recommandations, on communique ces recommandations aux organisations membres du forum, qui sont des institutions publiques et privées, pour leur dire, est-ce que vous endossez ça? Mm, Vous voyez, c'est différent quand vous mettez des gens autour d'une table et qui sont là au titre d'une structure. Ou si vous enlevez la structure et vous dites, vous avez une expertise, on veut vous entendre sur ces sujets-là, travaillons librement, un peu de Chatham House, et ensuite, de dire à des institutions, est-ce que ça, vous le cautionnez? Est-ce que vous l'endossez? Et c'est ça qui a attiré l'attention notamment de l'Élysée, du président Macron, il y a 3 ans, quand on a fait passer la déclaration One Sustainable Health, parce qu'il y avait 80 pages de travail conséquent, et on a fait la part des choses, voyez? Donc c'est un peu cette dynamique qui a ses limites, hein. Le forum ne peut pas tout résoudre. Il permet le dialogue, il permet d'aller au-delà des approches habituelles. Mais l'implémentation, les actions lourdes et importantes doivent être faites par les acteurs traditionnels, qui eux doivent intégrer ces réalités. Vous voyez, c'est oui. la dynamique que l'on a pu créer. Oui, et je vois en tout cas la richesse d'un modèle, de ce modèle collaboratif, disons, qui est à la fois transdisciplinaire et international. Donc, Complètement. complètement. Et si on passe maintenant à la mise en œuvre, l'un des enjeux majeurs est de rendre cette approche concrète et efficace. Pouvez-vous peut-être nous donner des exemples d'actions mises en place? Oui, alors notamment à travers la fabrique OSH, la factory OSH qu'on a commencé à développer. On a fait une première session le 4 novembre à Lyon, et puis on en a fait une le 8 avril, au lendemain du sommet présidentiel. Et on était au Centre international de recherche sur le cancer à Lyon, parce que le cancer est une cause qui est vraiment à la charnière des enjeux de l'environnement et de la santé humaine, de l'exposomique, du génomique. Et nous avons eu plus de 80 projets qui sont venus transdisciplinaires et avec des partenaires financiers, la Banque mondiale, des partenaires privés aussi, des fondations qui sont venus en disant, nous, on a des financements pour ça. On est prêt à l'encourager. Et donc, c'est ça la dynamique qu'il faut créer. Alors, ils sont multiples. Ils sont notamment dans des pays comme en Afrique, c'est de faire face, par exemple, à la montée des eaux et de se prémunir. Il y a beaucoup de travail de prévention et avec une action de résilience pour que les gens soient capables de comprendre et d'être en charge. Euh, donc, nous avons donc à cœur de voir les réalités euh, techniquement possibles. Ça va même des architectes, vous voyez, qui prennent en conscience que la façon dont on construit un bâtiment, les courants d'air, la lumière du bâtiment vont aussi être influencés sur la santé. Je prends un exemple un peu plus loin, mais c'est aussi pour dire qu'au-delà des systèmes alimentaires, hein, le microbiome, c'est ce qui va de la terre à notre intestin, euh, euh, fait que nos systèmes alimentaires sont concernés. Mais ça va aussi chez les architectes qui savent aujourd'hui que on peut créer des villes qui vont où la température sera plus ou moins chaude aussi, selon l'aération entre les bâtiments, selon la construction. Voilà, c'était pour sortir des exemples plus classiques liés aux résistances antimicrobiennes, où là, on sait par exemple que tout ce qui touche les pesticides, les biocides, comme on dit, ont des impacts sur la santé des populations. Et bien sûr, beaucoup de personnes aimeraient se prémunir de cela. Mais pour cela, il nous faut aussi de l'innovation. Donc, on a toujours besoin de l'innovation, de la recherche, et pour l'adapter à, je dirais, à notre santé, à toutes et à tous, et que ce soit pour le monde animal, le monde humain, le végétal, tout ce qui marche ensemble. Donc, vous voyez que l'intérêt de ce forum qui est venu des experts eux-mêmes, c'est notre dernier rapport était Healthy Planet for Healthy Life.
Ça sert à rien de sauver la planète, sinon on est malade et qu'on n'existe plus. Donc tout ça marche ensemble. C'est ces principes de cohérence que l'on travaille. Absolument. Et j'aime beaucoup cette intervention, cette conversation parce qu'elle est euh, en accord parfait avec l'objectif de ce summit, People and Planet United. Donc, on Exactement. voit qu'il y a un mouvement global qui est en train de se créer et ça, c'est super à voir. Donc, peut-être on peut parler des enseignements que vous avez tirés de ces initiatives. Est-ce que vous avez vu quelque chose qui fonctionne mieux sur le terrain, quelque chose d'autre? On est au niveau je dirais au niveau des échanges réguliers entre du monde scientifique et des applications. Euh, il y a effectivement des effets pour atténuer les personnes en Asie ou en Afrique qui travaillent dehors, dans les cultures, subissent aussi le réchauffement climatique et donc ont besoin d'adaptation et donc d'accompagnement. Euh, donc on voit effectivement des prises de conscience qui sont plus forte sur les autres continents que l'Europe. Ça vient progressivement. Alors, il y a toujours des experts en France, des questions de santé-environnement, mais je pense que les pays exposés à beaucoup de problèmes du climat, de biodiversité, de santé, sont beaucoup plus réactifs. Et même certains d'entre eux, on peut citer l'exemple du Sénégal ou l'exemple de petits pays en Europe comme le Kosovo, la Macédoine du Nord, des tout petits pays, ils ont des messieurs ou des madames One Health qui sont interministériels pour le lien entre le monde vétérinaire et le monde de la santé humaine, par exemple, hein, et avec aussi les aménagements du territoire. Donc, de pouvoir intégrer tous ces aspects-là. Donc, voilà, il y a aussi des modalités interministérielles de cohérence d'ensemble, parce que le coût de la santé, d'avoir des personnes malades de pollution, par exemple, ou de mauvaise alimentation, on sait l'importance, ça a un impact fort. Moi, j'avais été marqué, vous avez cité effectivement mes engagements précédents. Quand il y a 25 ans, j'étais directeur général d'Action contre la faim, on voyait des personnes qui migraient en Afrique parce que, en raison du climat, de sécheresse et d'inondation, les terres n'étaient plus cultivables après 2, 3 ans. Donc, ça a été les premiers migrants climatiques il y a 25 ans, vous voyez. Et puis, j'ai rejoint la Fondation Mérieux. Son domaine, c'est l'infectieux. Et donc, j'ai compris, enfin, j'ai vu on m'a expliqué, des spécialistes, qu'effectivement, ces populations qui venaient de zones rurales, qui sont allées migrer vers des villes parce qu'elles ne pouvaient plus rester en zone rurale, elles ont changé leur mode alimentaire et elles ont absorbé des graisses, des sucres, des sodas, alors que, je dirais, leur métabolisme initial n'était pas préparé. Et donc, ça amène des maladies cardiovasculaires, ça amène de l'obésité. Et aujourd'hui, 2 tiers des obèses sont dans ces pays en voie de développement, justement, vous voyez. Donc là, c'est un Oui. exemple de lien entre le climat qui fait bouger des populations et en même temps, après, la santé, leur santé qui se détériore de par des habitudes qu'ils n'avaient pas et surtout un métabolisme qui n'est pas préparé à ça. Voilà. Mm. Mais les exemples sont multiples et nombreux de montrer ces liens entre ces univers-là de notre santé. Oui, oui, la connexion entre une planète saine et des humains sains est plus que jamais évidente et on doit, la planète peut survivre sans nous, mais nous, on peut pas survivre sans notre planète saine et Et, sauve. Exactement, et l'eau est un point crucial qui est très discuté, hein. Il y a des pollutions chimiques de l'eau. Donc il faut à chaque fois avoir la technologie qui va permettre d'identifier, de diagnostiquer. Le diagnostic est un aspect très important pour bien traiter les problèmes, que ce soit en santé humaine, animale. Donc à chaque fois que l'on discute, que l'on progresse, on a besoin de l'innovation. Donc on a besoin des entreprises, hein. Mais à chaque fois, la question, c'est la finalité. C'est on fabrique quel produit, on fabrique quoi, dans quelle société. Et c'est là qu'on a besoin des réglementations, de faire évoluer parfois les réglementations, que ça soit compris, et surtout d'organiser des transitions dans nos sociétés. Parce que il y a eu l'exemple en Europe du Green Deal, des grands engagements, mais on n'a pas su accompagner nos agriculteurs, et ça a amené des grèves dans toute l'Europe et donc un retour en arrière. Donc, vous voyez, on travaille la prévention, la compréhension et les transitions. C'est tout ça qui doit se faire aujourd'hui si on veut effectivement continuer à pouvoir avancer sereinement.
Et justement, vous insistez beaucoup sur la nécessité de collaboration entre, et de dialogue entre acteurs publics et privés. Euh, En quoi rassemble donc une collaboration efficace aujourd'hui entre acteurs publics et privés? Bien, pour moi, une collaboration efficace, c'est une prise de conscience que chacun a une partie de la solution, mais tout seul, personne ne peut le faire. C'est-à-dire que les pouvoirs publics ne peuvent rien faire tout seuls. Ils ont besoin des acteurs privés. Les acteurs privés, quand ils sont tous seuls dans leur monde et qui, ça va pas non plus, il faut une dynamique de collaboration. Ensuite, le problème, c'est que parfois, on est dans de la sous-traitance. C'est-à-dire il y a de l'argent du public pour le privé, donc des contrats de la sous-traitance. C'est pas suffisant et c'est trop limité. Et ça, il faut une concertation. Il faut une appropriation ensemble des enjeux. Et c'est là où les sociétés civiles et les citoyens, notamment à travers leur droit de vote aussi, peuvent faire choisir des modèles de société, au niveau local comme au niveau national. Donc, les gens qui, parfois, j'entends, désespèrent en disant tout va mal, etc. Non, il n'y a pas de fatalité. On a des capacités. Encore une fois, l'IA, les technologies nouvelles qui aident beaucoup. Mais la question, c'est la finalité. C'est les produits qui sont produits, ils sont dans quelle finalité, dans quelle logique. Et aujourd'hui, on doit alerter sur le vivant. On doit préserver notre vivant pour nous et pour ceux et celles qui vont suivre sur cette planète. Hein. Donc, mais déjà pour nous, parce que ça sert à rien à des moments de dépenser des fortes dépenses de santé dans des hôpitaux, alors qu'on pourrait éviter des tas de maladies, des tas de personnes qui vont décéder de certaines causes que l'on connaît. Et donc, sur le monde animal, il y a aussi beaucoup d'antibiotiques qui sont donnés. Et ces antibiotiques créent aussi des résistances. Donc, et les règles entre les pays ne sont pas les mêmes. D'où l'importance, bien sûr, des politiques nationales, mais d'un forum international. Et donc, les Nations Unies aussi ont avancé avec une quadripartite hein, entre les quatre agences onusiennes. Donc, tout ça se complète. Ça doit se faire à différentes échelles. Hmm. Mais surtout, il faut rester positif. Et chacun peut avoir un engagement, une prise de conscience et nous Hmm. aider à ce qu'on avance collectivement. Ouais. Oui, et vous parlez de la collaboration internationale, des règles internationaux et les Nations Unies. Je trouve qu'aujourd'hui, plus que jamais, ces fondements de la collaboration internationale sont en train sont s'écouer un peu. Donc, à travers votre action, les actions de ces forums comme ça, on maintient cette collaboration internationale qui est nécessaire pour avancer une santé, humaine et planétaire. Donc, pour se Oui, c'est ça. projeter, Et- oui, oui. pardon, allez. Non, pardon, pardon. Mais vous voyez, la biodiversité est quelque chose de crucial pour la santé de la planète, mais la nôtre aussi. Voilà. Et il y a des pratiques toutes simples. Hein, quand dans les champs, il y a des haies. Enfin, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y en a tellement de pratiques qui sont partagées. Et les personnes qui le souhaitent pourront aller sur le site web du forum OSH, enfin de la Fondation, pour voir justement les recommandations qui sont faites. Elles sont très, très nombreuses et elles viennent des pratiques du terrain. Euh, ce qui est, ce qui est effectivement aujourd'hui important, c'est nous nous sommes rattachés aux objectifs du développement durable. Pourquoi? Parce que c'est un repère commun mondial aujourd'hui, avec les 17 objectifs, et notre forum finalement contribue au 17e objectif en essayant de travailler ensemble les uns les autres. Et grâce à l'engagement de multiples personnes, on y parvient petit à petit. Hein. Tout ça est en plus de ce qui existe. Par contre, on ne sait pas qui va définir et comment ça va se passer après 2030. Déjà, il faudra évaluer les résultats et on peut espérer qu'il va falloir effectivement être de plus en plus précis et travailler ensemble. Donc voilà, nous sommes humblement dans cette dynamique de contribuer à l'atteinte des objectifs du développement durable par cette approche One Sustainable Health. Il y a d'autres voies, c'est plusieurs voies, c'est comme pour arriver dans les grands sommets de montagne, vous avez plusieurs chemins qui doivent nous mener à ça, mais aussi collectivement, on va se poser la question, dans un contexte international aujourd'hui qu'on connaît, qui est très challengé, qui est très compliqué, avec la sécurité internationale, avec tous ces... On a besoin de savoir aussi de continuer à pouvoir définir et être ensemble des acteurs sur ces enjeux de santé. Oui, oui, et parlons un peu de l'avenir, justement. Quelles sont donc les prochaines étapes pour la Fondation et le Forum? Bien, écoutez,
après cette étape forte de l'engagement du président Emmanuel Macron avec des présidents internationaux qui sont venus à Lyon sur le sujet du One Health, on considère qu'on est arrivé déjà à un niveau de partage de connaissances. Il y a 5 ans, il fallait expliquer pourquoi tout ça était connecté, voilà, amplifier tout ça. Donc aujourd'hui, je dirais, entre maintenant et 2030, il y a 5 ans. Donc, pour les 5 ans à venir, nous allons multiplier les actions liées à la factory OSH. Par exemple, il faut qu'on puisse développer une plateforme numérique pour accélérer les projets, les partager avec différents pays du monde, et aussi parce qu'il y a des financements publics et privés et qu'ils soient connus pour ça. Donc, on va être de plus en plus dans l'opérationnel, vous voyez. Et bien sûr, quand il y a des choses nouvelles, mais aujourd'hui, on peut dire qu'on a assez de connaissances, on a assez de preuves scientifiques que les choses sont interconnectées et qu'on doit vraiment accélérer la pratique pour aussi l'opérationnel, mais aussi la prévention. C'est-à-dire que dans nos sociétés, on connaît le coup quand il faut gérer des crises, quand il faut gérer des problèmes, et on a du mal à comprendre. Et il faut qu'on aide aussi nos concitoyens hein, à comprendre qu'il faut pouvoir prévenir, et que mieux prévenir, ben, c'est aussi limiter après les financements. On sait les milliards, les sommes considérables qu'a coûté la pandémie de 2019 sur le Covid, euh, de 2020 le Covid-19, pardon, en 2020, et donc le manque d'investissement et de prévention. Et pourtant, des tas d'experts nous avertissaient qu'il y avait ce risque-là. Et ces gens-là, ces experts, nous disent aujourd'hui que d'autres risques peuvent venir. Et donc, on traitera des futures pandémies aussi, pour être sur ce sujet-là, ou les systèmes alimentaires, s'il y a une adhésion et une compréhension des personnes, de nos concitoyens, et pas uniquement des experts. Donc, à l'occasion du sommet One Health présidentiel, dans le parc à côté du lieu de l'événement, il y avait une grande ouverture pour les citoyens, pour que les gens se renseignent. Il y avait des enfants pour expliquer tout ça. On doit, au niveau de nos écoles, expliquer ces réalités-là, ces différents mondes petit à petit. Et donc, je dirais, c'est ce One Health, vous voyez, est presque un prétexte à accélérer une forme de collaboration sur ces questions de santé. Et on parle de système de santé, mais il faut parler de système pour la santé. Parce que il y a des tas de choses qui touchent, vous l'avez dit en ouverture, l'économie, le social, et qui touchent finalement notre santé. Hein. Ce n'est pas que le médical. C'est bien sûr capital, le médical, c'est crucial, mais c'est pas uniquement ça. Ça va bien au-delà. Absolument. Et vous avez parlé de la prévention et de l'importance de la prévention et surtout dans les systèmes médicaux, surtout aux États-Unis, on traite les conséquences, mais on n'apprend pas à prévenir, à comment voilà, s'occuper de sa santé avant que le problème apparaisse. Donc, c'est super intéressant. Euh, et voilà, j'ai une dernière question et après Oui, je oui, vous laisse. Si vous vous projetez donc à 5 ans, à oui. quoi rassemblerait un système de santé pleinement aligné avec l'approche One Sustainable Health? Bah, je pense que c'est un système de santé qui intègre du transdisciplinaire, euh, et c'est-à-dire déjà dans l'approche. Vous voyez, je peux donner un exemple. Ma fille est en école de médecine à Montpellier et on lui a parlé du One Health, alors que d'autres personnes qui étaient là quelques années avant n'en parlaient jamais. Donc, les écoles, donc ça peut préparer déjà les futurs systèmes de santé, puisque vous me posez la question du futur système de santé. On a des systèmes de santé plus ou moins défectueux, plus ou moins efficaces dans le monde entier, mais on n'a pas de système climatique. Il n'y a pas de Mm. système climatique, vous voyez? Donc, il va falloir repenser des postes de santé, des dispensaires, des hôpitaux, comme étant des lieux de santé, mais beaucoup plus largement. Alors, je sais qu'en même temps, quand on parle de ça, il faut être réaliste et que en France, par exemple, nos hôpitaux sont débordés, il manque de moyens. C'est pour ça que les choses ne sont pas simples. Et je ne sais pas si en 5 ans, ça sera suffisant. En tout cas, il faut cheminer petit à petit. Ça passe encore une fois dans nos pays, et au niveau européen et au niveau international des Nations Unies, des instances internationales, par une approche transdisciplinaire sur la santé, des pratiques. Mais oui, il faut pouvoir traiter dans des zones géographiques, dans des régions, l'environnement, comment on prend soin de l'environnement, des forêts, des rivières, des espaces, des champs, avec les animaux et les humains. Et ça, c'est nouveau, ça va être à construire. Je ne sais pas si ça sera dans 5 ans,
Encore une fois, les ODD donnent des repères. C'est très large, c'est très. Et je pense qu'avec le temps, on va être de plus en plus précis avec des engagements. Mais on pourra réussir cela que si nos concitoyens, que si le grand public, les personnes qui ne sont pas connectées à ces réalités-là au quotidien, parce que c'est pas leur métier, parce qu'ils ont d'autres soucis, sont prévenus. Et on a besoin de la presse. On a besoin d'événements comme celui que vous faites, et bravo pour ça, Film Partner, et de nous inviter, parce que vous nous permettez de nous exprimer. C'est ça qui va multiplier les compréhensions, les intérêts, et que les gens comprennent qu'il faille aussi investir dans ces domaines-là. Mhm, mhm. Donc je dirais, hein, c'est des systèmes pour la santé, plutôt qu'un système de santé, qui vont devoir se connecter et se travailler dans le futur. Benoît, merci beaucoup pour cette conversation et ces éclairages. Je pense que ce qui ressort de cet échange, c'est que l'approche One Health n'est pas simplement un concept, c'est une nécessité opérationnelle aujourd'hui face à des crises qui sont interconnectées finalement. Donc, merci d'avoir répondu à mes questions et avoir participé au summit. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci, merci beaucoup à Film Partner pour cet événement et cette invitation. Merci à vous. Et je dirais, pour terminer, si vous me permettez, que personne, pour moi, je dis souvent, personne n'est One Health. Nous sommes One Health que ensemble. Voilà, voilà. C'est sur cette note-là qui résonne, je pense, à tous nos publics. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et très bonne journée. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.